Je reçois aujourd'hui deux écrivains. Ce matin, Yves Gaudin. Et je vais prendre le débat à l'envers et je vais lui demander d'entrée de jeu quels sont les trois livres qu'il conseille aux auditeurs de l'Index. Alors, merci déjà pour ton invitation. Les trois livres, c'est dur de faire un choix, et puis c'est pas spécialement que je les conseille, mais c'est en tout cas des livres qui m'ont marqué. Je pense que le premier, c'était Le Petit Prince. Saint-Exupéry, je dois avoir 8-10 ans, ma marraine me l'offre comme ça à Noël, et j'avais pas spécialement l'habitude, en tout cas à l'époque, d'avoir une lecture assidue. Je lisais peut-être la Bibliothèque rose ou bleue, je sais pas, ou verte plus tard. Et puis finalement, ça a été un livre qui m'a fasciné parce que je me suis rendu compte, pour y revenir plus tard, qu'il y avait la possibilité, ça a été la même chose avec Sans famille ensuite de Hector Malot, de voir qu'on pouvait susciter plusieurs grilles de lecture dans un même livre et qu'on pouvait surtout susciter l'imaginaire. Je me rappelle notamment d'une scène, par exemple, où il y a un feu et puis le jeune homme a froid, ça je parle de Sans famille, et puis Maître Vitalis lui dit, mais avec l'imagination, essaye de faire en sorte que tu accèdes à la chaleur de ce feu qui n'existe pas si ce n'est dans la tête. Et puis je me suis dit, mais c'est pas possible de faire des choses pareilles. Et donc ça a été un peu la découverte de l'imaginaire, et ensuite ce qui m'a amené dans l'écriture, d'essayer, pour autant que peut se faire, d'avoir une écriture avec plusieurs grilles de lecture, avec plusieurs sources d'interprétation, et peut-être même lire à travers les lignes. Et le troisième livre? Le deuxième, pardon, ah oula, d'accord, parce que je pensais au bout de la nuit, le voyage au bout de la nuit de Céline, qui a été une sorte de révélation dans la mesure où je me suis dit que on n'était pas obligé d'écrire à la Proust, même si j'aime beaucoup Proust, mais qu'on pouvait avoir une liberté d'expression et de lecture si on est du côté du lecteur. Et puis le troisième, je dirais, c'est un peu particulier, mais parce que tu m'as invité ce matin, spécialement on en avait convenu, même si tu ne m'as pas posé des questions à l'avance et que je ne sais absolument pas où cette interview va nous mener, mais tu m'avais dit qu'on se placerait plutôt du côté de la santé ou de la médecine ou du regard du thérapeute. Je pensais au grand livre de La vie et de la mort des Tibétains, qui est un livre phare, en ce sens que je trouve que nous sommes dans une société où, on le disait d'ailleurs récemment, je travaille 2 jours par semaine à la clinique bernoise, et on est supervisé par un psychiatre de la clinique ici de La Souva, et on se disait finalement en équipe, autant avec les patients que parfois dans les familles ou entre nous, il y a 2 sujets majeurs dans la vie, mais qu'on évite la plupart du temps, c'est le sexe et l'amour. Et finalement c'est vrai que j'ai l'impression que souvent, plus une maladie est grande, moins on en parle dans les familles, plus c'est tabou. Et ce grand livre de la vie et de la mort, c'est pas qu'il est morbide ou qu'il veuille amener les gens à se suicider, mais au contraire, c'est l'idée que peut-être d'en parler, de désacraliser ou d'enlever la peur liée à la mort, peut nous amener à en parler et à vivre ce moment plus sereinement. Ça me fait penser aussi à la phrase de, excuse-moi d'être long, de Frédéric Dard qui disait hein, si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. C'est pour ne pas se retrouver à l'article de la mort ou au moment où on sait que ce moment-là va arriver et de se dire ah merde si j'avais su ou d'avoir des regrets. Voilà, ces 3 livres, mais j'aurais pu en choisir. Ouais. Yves Gaudin, comment on devient musicien, écrivain, docteur en psychologie et clinicien? Dit autrement, c'est quoi le lien entre toutes ces fonctions dans l'esprit de Yves Gaudin? Bon, je pense que c'est une chance énorme d'avoir eu les parents que j'ai eus, et puis surtout, tu sais, ça me fait penser à l'idée de soutenir le désir. Je crois que, alors je ne suis pas philosophe, j'aurais peut-être bien aimé si j'avais eu le temps à l'époque, ou peut-être qu'un jour j'y reviendrai, de suivre des cours plus poussés de philosophie, mais je crois que c'est le débat entre Platon et puis repris plus tard par Schopenhauer et puis Spinoza. C'est-à-dire que Spinoza a amené l'idée du désir et de soutenir le désir, parce que Schopenhauer disait il n'y a rien de plus triste dans la vie que d'avoir une oscillation, une ambivalence entre quelque chose qui relève de la pulsion ou de l'envie ou de l'amour, et puis ensuite de ça, de l'ennui. C'est-à-dire que, selon lui, ce qui est une des phrases les plus tristes de la philosophie, me semble-t-il, c'est que nous oscillons toutes nos vies entre l'ennui et la recherche du plaisir. Et le manque. Et le manque. On a faim, on cherche à assouvir la pulsion, on a soif, on n'a pas de travail, on cherche à avoir un travail, on est seul, on cherche à avoir une relation amoureuse, etc. Et une fois qu'on l'a, ben on s'emmerde. On s'emmerde assez vite. Et heureusement, Spinoza vient avec cette idée de soutenir le désir. Et c'est vrai que j'ai rencontré tellement de personnes, et je suis sûr que tu connais et que les gens en connaissent, des gens qui disent « Ah, alors moi c'est sûr, demain, j'arrête l'usine de cornichons, je me mets à l'écriture, ou je fais le tour du monde, Et puis, alors après, je ne sais pas si c'est un désir, une folie, une chance, moi je pense que c'est plutôt une chance de se dire, bah, effectivement, j'ai été amené
ça me fait penser, à un moment donné de mon parcours, ça m'a amené à penser à Bouvard et Pécuchet. Tu sais, c'est ces deux personnes qui se retrouvent à la retraite et qui regrettent un peu de ne pas avoir plus étudié dans leur vie et qui étudient les papillons, puis rien n'a à voir avec rien, et finalement ils se retrouvent avec peu de savoir parce qu'ils n'arrivent pas à faire la synthèse ou une sorte de communion de tout ce qu'ils ont appris. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je suis fou, je fais de la musique, je fais de la psychologie, je fais de l'écriture, je fais des soins, enfin plein de choses. Mais je pense que ça a été vraiment un bon apprentissage de commencer par la musique. Et d'ailleurs, ça m'a amené ensuite de ça à ma thèse de doctorat, où j'ai essayé d'amener l'idée de savoir pourquoi, grâce à la structure de la musique, on pouvait amener l'enfant autiste ou l'autiste de manière générale à une meilleure connaissance de soi et du langage. Et à partir de là, c'est vrai que grâce à la musique, j'ai été amené à faire la musicothérapie, et puis la psychologie, et puis l'écriture, et puis les soins, et puis les voyages. Au début, j'ai voyagé avec les orchestres, les différents orchestres que j'ai pu jouer. Ça m'a amené aussi à connaître l'autre. C'est une vraie cohérence ou une cohérence construite dans l'après-coup? En tout cas, qui n'a pas été préconçue ou préconstruite, mais qui, après coup, je me dis que oui, effectivement, ça me paraît assez logique. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, tu vas le confirmer ou bien pas, on m'a dit que tu pouvais passer des heures avant d'être certain que c'était la phrase parfaite dans l'écriture. Et comment on en arrive alors à ce point de certitude que la phrase, alors, elle est parfaite? Je crois que c'est... mon Dieu, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Il y a un auteur fameux, si j'avais su que tu me posais cette question, j'aurais révisé. Mais c'est un écrivain assez connu, je ne sais plus, son nom m'échappe, qui disait que lorsque l'on se relit et qu'on pense que cette phrase n'est plus de soi ou n'est pas de soi, on peut se dire qu'elle est peut-être aboutie et qu'il n'y a plus grand-chose à toucher. En tout cas, c'est vrai que c'est pour ça que j'avais un peu peur de cette interview ce matin, parce que je me suis dit, on peut compter sur moi dans la vie en général, mais je ne suis pas un homme de parole. Certes, je suis un homme de parole dans mes thérapies, quand j'interviens avec les patients, les résidents, les malades, etc. Il faut avoir, et surtout en tant que... Enfin, j'aime beaucoup l'approche de Lacan qui accorde une importance aux mots et à la chaîne des signifiants. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu, en tout cas pour le premier roman, et j'ai vu ça aussi pour le deuxième et le troisième que je viens de terminer, à peu près... Alors j'ai eu de la chance parce que le premier j'étais en Australie, j'avais beaucoup de temps pour ça. Le deuxième c'était... Ça, tu peux rappeler les titres du premier? Trop tard pour mourir. Et le deuxième, En vérité. En vérité. Paru chez Héloïse d'Ormesson à Paris. Et puis c'est vrai que je me suis retrouvé 2 fois dans des conditions particulières et je trouve que c'est un immense enseignement. C'est vrai qu'on doit tous boucler les fins de mois et on doit tous travailler, mais finalement le cadeau suprême c'est le temps. Et là j'étais en Australie dans des conditions particulièrement favorables. Et puis ensuite, c'est la pandémie qui m'a permis de quasiment terminer le troisième roman. Mais il m'a fallu 3 ans pour chacun, à raison presque de 8 heures par jour, tous les jours, pour avoir 300 pages. Donc ça fait peu de pages par jour. C'est à peu près, disons, peut-être 300 000 signes, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, je fais en mots, alors je sais plus. Ouais, mais voilà, ça fait... Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Donc, est-ce que c'est... Oui, pardon. Oui, comme chacun d'entre nous, tu es habité par le langage. Et puis, on sait, tu as cité Lacan tout à l'heure, parce que sur mes petites fiches, j'ai naturellement Lacan qui apparaît. Le signifiant, il n'est pas rien chez Lacan. Alors, comment ce psychanalyste, ce psychiatre, il vous a permis d'éclairer votre être intime, ou bien c'est simplement une approche on va dire, théorique dans le cadre de votre travail de doctorat? Bon, c'est un immense cheminement qui m'a permis d'en arriver à Lacan. Tout d'abord, je dirais par défaut. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, je vais utiliser souvent, j'imagine, le mot chance, parce que c'est vrai que ça me caractérise assez. J'ai eu la chance d'avoir un enseignement en lien avec la psychologie, autant en France, puisque j'étais en musicothérapie dans un tronc commun qui était déjà celui de la psychologie, où en France il y a encore les traces justement de Lacan et où, même si elle a été fortement attaquée, la psychanalyse est encore présente. Et puis ensuite je viens faire ma psychologie et puis jusqu'au master à Fribourg, où l'ambiance générale est plutôt, et de manière mondiale maintenant, avec le grand raz-de-marée des Américains, est plutôt le behavior therapy, le cognitivo-comportementalisme. On se rappelle de ça, c'est les chiens de Pavlov, on fait saliver des chiens et puis ensuite on amène de la nourriture. On amène de la nourriture après une clochette, les chiens salivent et puis ensuite de ça on enlève la nourriture, les chiens salivent quand même. Ça m'a amené aussi peut-être on en parlera après parce que je trouve que ça pourrait être dans l'idée éventuellement de baisser les coûts de la santé, puisque c'était la santé un peu le sujet, de plus se connaître soi-même et de connaître la psychologie sociale. Je trouve qu'il y a des choses dans la psychologie sociale qui sont extraordinaires.
Mais peu importe, donc j'en arrive à la TCC à Fribourg et ça n'a clairement pas été ma tasse de thé pour différentes raisons. Donc je me réintéresse à nouveau aux fondamentaux, donc à Freud d'abord, que j'avais côtoyé un petit peu dans mes études à Montpellier. Et puis Lacan est celui qui, en tout cas le dit-il, a lu Freud et a amené une certaine compréhension nouvelle. Lacan, il dit qu'il est lui-même un freudien orthodoxe. Voilà, et qu'il a lu. Mais alors il a quand même amené des choses, notamment ce qui m'intéressait à l'époque, c'est que tout de suite après mon stage de musicothérapie, j'ai été amené, alors là je pense par hasard, à être invité à travailler comme psychologue, non comme musicothérapeute à l'époque, puisque j'ai fait la psychologie après, à Ebenezer à Lausanne, qui est une institution assez grande qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Psychose, autisme, enfin on peut avoir les définitions et les étiquettes qu'on veut. Et là je me suis dit qu'effectivement Lacan pouvait être quand même celui qui, dans le terme de la psychose ou de la folie, a amené des choses nouvelles. Dans sa représentation, déjà, ne serait-ce qu'avec le stade du miroir, qui est quelque chose d'extraordinairement éclairant pour moi, je travaille à la clinique bernoise, ou dans une clinique de réhabilitation de manière générale, où je constate que les gens arrivent là, de manière générale, ils sont tous cassés, foutus, ils ont des fibromyalgies, ils ont des scléroses en plaques, ils ont suite à un AVC, ils sont vraiment en bout de course. Et finalement, quand on gratte un petit peu, c'est là qu'on voit tout le lien entre le psycho et le soma, entre le psychosomatique. C'est qu'il y a eu, alors ça paraît une évidence, mais il y a eu des choses dans le passé assez ancien, qui ont relevé du traumatisme ou des choses douloureuses. Et finalement, ce qu'on voit, notamment avec l'éclairage de Lacan, avec ce stade du miroir, c'est que, lui il disait imaginaire, symbolique et réel, c'est-à-dire que nous avons un corps qui représente pour lui le réel, mais qui par définition ne peut pas parler, le corps est hors langage. C'est-à-dire que pour avoir une représentation de ce corps, on ne peut que passer par l'imaginaire. On a une personne, par exemple, qui a un bras coupé, elle a quand même des douleurs fantômes. On a un anorexique qui pense qu'il est trop gros, donc il va maigrir. Donc, cet imaginaire que nous avons du corps, d'une part, c'est deux choses qui sont à dissocier, mais ensuite de ça qui passe par le symbolique. C'est-à-dire qu'il y a eu le regard de l'autre, de la mère, de la fonction maternelle, du père, de l'oncle, de la grand-mère, etc. Et ce regard, il est important parce que soit on regarde la personne qui nous regarde, soit on pense que la personne nous regarde ou ne nous regarde pas. Et la façon dont on a été porté, tenu, contenu, valorisé, le nombre de personnes qui me disent, sans parler forcément des abus, du harcèlement, des violences, de l'inceste, qui est j'ai pas tenu de statistiques, mais qui est 7, 8, 9 fois sur 10, non peut-être 8 fois sur 10. Donc sans parler de ces extrémités dramatiques-là, il y a pas beaucoup de valorisation de la part des autres, parce que ça relève peut-être de processus psychiques ou psychanalytiques autres, peut-être qu'on peut en parler, mais je me dis que déjà avec cette connaissance de soi et du regard des autres, on peut être dans une image, on le voit avec les expériences de psychologie sociale, je te parlais avant de cette psychologie sociale, le rôle de l'effet Pygmalion. J'ai fait une expérience quand j'étais à Fribourg, juste avant le master, avec un collègue, on est allé dans une école, au collège Saint-Michel je crois, et on a fait une expérience, enfin c'est une réplication, c'est une expérience connue, je ne sais plus si c'est Festinger ou un autre, qui parle de ça. On a fait un test de mathématiques. Et puis on a mis, à la moitié du collège, on a mis un en-tête, malgré les expériences qui disent que les filles sont meilleures en mathématiques, blablabla. Et puis à l'autre moitié, on a fait, malgré la somme des scientifiques ou des expériences scientifiques, ou des articles qui disent que les garçons sont meilleurs, et on a vu des effets significatifs, en tout cas dans les réplications des expériences initiales, qui montre que selon ce qu'on dit aux gens, la façon dont on croit en eux, dont on espère, dont on pense, dont on les valorise. Donc il y a ça chez Lacan, et puis toute cette dimension avec la folie, ouais, avec la psychose, avec la forclusion du nom du père, c'est-à-dire que Freud avait dit qu'on répète souvent les mêmes choses dans la vie, hein, la répétition. Et non seulement on répète les choses, mais on répète les choses qu'on attribue aux autres avec la projection. Lacan vient un petit peu avec cette même idée, mais il se dit qu'avec ce genre de personnes qui ont un accès différent au langage, il y a quelque chose qui se répète, mais qui est comme de l'ordre d'un trou. C'est-à-dire qu'il y a un vide qui se répète. Donc, dans ce vide, on peut tomber, on peut se laisser anéantir, on peut se liquéfier. On voit ces autistes qui sont comme ça, en manque de structure. Alors, comment faire? Ça a été tout le travail de mon doctorat, c'est de donner une structure. Alors, bon... Pardon. Non, effectivement, les questions, elles n'ont pas été préparées, on ne sait pas, mais c'est assez symptomatique parce que j'ai quand même quelques connaissances assez poussées de Lacan, j'ai beaucoup lu Lacan et Freud, etc. Et je vois l'écriture et le mot qui va dans le corps, etc. Mais ce que j'aimerais comprendre et qui m'échappe tout à fait, parce que c'est un domaine
qui n'est pas accessible au sens où il était accessible, ce qu'il en est de la musique, c'est-à-dire moi qui l'écoute sans l'entendre, comment la musique, elle peut avoir cette approche que je sens dans le mot et dans le langage et que je ne perçois pas dans la musique, en tout cas avec la suffisance nécessaire pour que je me dise, ça peut être un outil fantastique d'un point de vue thérapeutique. Mais tu sais très bien que Lacan disait que l'inconscient est structuré comme un langage. D'accord ? L'inconscient a une structure. En ce sens, on sait très bien que, en tout cas jusqu'à un passé proche, la musique a une structure. Malgré des musiques peut-être asymétriques, il y a ta. On est quand même dans une sorte de structure. Malgré des musiques atonales, malgré des musiques peut-être d'une culture différente. Mais est-ce que il y a la musique, naturellement, je comprends ça. Mais est-ce que parce que finalement, la musique est un langage. En quoi la musique est un langage ou bien pas? Dans le sens de Lacan et du rapport au corps, etc. Ouais, alors après, on joue sur les mots et les étiquettes et les concepts, mais j'ai effectivement effectué un travail de recherche là-dessus. Je pense que autant les musiciens que les musicologues, que peut-être les psychanalystes qui sont intéressés à cette question, il y a beaucoup de musiciens qui sont médecins et inversement. Je pense qu'à peu près la moitié disent la musique est un langage, les autres disent que la musique n'est pas un langage, mais une utilisation d'une sorte de moyen qui pourrait faire penser à un langage. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que on s'aperçoit que plus la musique est déstructurée, on a actuellement les musiques contemporaines, je sais pas, on pense à peut-être dès la Ligeti des années 1950, avec des tentatives de faire des choses, jusqu'à une musique qui n'est rien. C'est de la même manière qu'a été fait en peinture, ce vide, le tableau blanc. Il y a eu des tentatives de faire des musiques en ce sens-là, où finalement ça renvoyait à la propre écoute de ces ressentis. Même dans le cinéma d'ailleurs. Dans le cinéma, avec quoi Debord, par exemple. Ah oui, Debord, ok, je connais. Donc on se rend compte que de cette musique choque si on n'est pas habitué à cette. Je pense que moi j'ai eu la chance de jouer je crois que c'était l'orchestre de chambre au festival Archipel, qui est un festival à Genève de musique très contemporaine. Je pense que ceux qui prennent le plus de plaisir avec cette musique, c'est ceux qui en jouent, pas ceux qui écoutent. Bon. Mais ceux qui étaient le moins surpris de cette musique, c'était justement les personnes les plus déstructurées, voire les plus autistes, qui étaient finalement. On peut les comprendre, s'il n'y a pas de structure pour écouter une musique structurante, il n'y a pas forcément de surprise quand la musique n'est pas structurée. Et c'est vrai qu'au cours de l'histoire, on a perdu. Les Grecs anciens avaient cette idée du microcosme et du macrocosme. On écoute une musique consonante avec des rapports d'intervalles consonants parce que ça nous permet d'être bien dans son corps. Et plus on a avancé dans l'histoire de la musique, plus on a rajouté des harmoniques, donc des notes successives dans un même son, mais qui sont de plus en plus proches les uns des autres, et les unes des autres, et du coup de plus en plus dissonantes. Et donc, plus on a avancé dans l'histoire de la musique, plus on a écouté des musiques dissonantes, et en plus de ça je l'ai vu de mon vivant, plus on avance, plus on a un diapason qui est haut, et plus on joue des tempi rapides, ce qui correspond bien à notre société qui devient complètement folle, dans l'idée que on doit, et là ça rejoint la mort dont je te parlais, et le livre des Tibétains sur la mort, et cette idée de la pulsion de mort, en ce sens, on pourrait presque parler de Einstein et Freud quand ils parlent de, tu sais, Einstein 1932-33, juste avant la Deuxième Guerre, avant qu'Hitler arrive au pouvoir, interpelle Freud en disant, et le titre deviendra « Pourquoi la guerre ?» Pourquoi les gens, alors qu'on est amené à vivre dans une société où on pourrait être plus ou moins tous heureux, et surtout que c'était suite à l'interprétation des rêves de Freud 1900, où Freud disait que le rêve était la voie royale. Un livre qu'on peut conseiller à tout le monde, on peut dire. Ça, c'est un livre qu'on peut conseiller à tout le monde. Tous les livres de Freud. Ouais. Le rêve était la voie royale pour l'inconscient. Pour l'inconscient, oui. Et Einstein prend à partie Freud en lui disant mais pourquoi la guerre? Et finalement, bon, c'est pas à l'heure d'aujourd'hui qu'on pourrait ne plus se poser cette question avec ce qui se passe. Je pense à l'Ukraine, mais ailleurs et de tout temps, où on voit que l'histoire se répète. Alors Freud, il va de quelques interprétations, mais surtout, ça l'a amené à retravailler et à préciser cette conception de la pulsion de mort.
que je trouve intéressant. On peut parler de ça 2 secondes ou... Absolument, non, absolument. Non, mais c'est un domaine dans lequel j'ai énormément lu. Je ne sais pas si les auditeurs. Non, non, mais c'est un domaine fantastique. J'étais en train de me demander, est-ce que chez Freud, si on doit commencer, est-ce que c'est le livre par lequel il faut commencer? Parce que à beaucoup de personnes, je dis, il faut avoir lu une fois dans sa vie l'interprétation des rêves ou la science des rêves. Ça dépend des titres de Freud. Il y en a un autre qu'il faudrait lire pour commencer. Une approche purement livresque, ça serait lequel? En tout cas, il y a des livres qui sont parus dans des collections Folio maintenant, qui sont des petits... oui, mais lequel? Le malaise dans la civilisation? Oui, par exemple. Ou, mon Dieu, il y en a plein. Il y en a plein, mais peut-être avant de s'attaquer aux gros pavés ou aux encyclopédies, il y en a plein. Vous allez chez la très bonne crèmerie. Et puis vous... non, mais là, il faut un peu les guider. Je pourrais dire, moi, je dirais la science des rêves, ou bien alors Totem et Tabou. Totem et Tabou, oui. Totem et Tabou. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que ça parle de justement comment la société de la honte primitive, qui est un concept absolument magnifique et qui tu vois, ça revient sur le concept de la pulsion de mort avec l'idée de la culpabilité. Pourquoi les hommes, à un moment donné, alors ça part d'une fable, hein, on devrait tous, alors là, pour le coup, relire les fables et de la Grèce antique, pas les fables, les mythes fondateurs. Il y avait à l'origine une horde et puis les frères se sont rebellés contre le chef parce qu'il avait toutes les femelles, les femelles parce que c'était dans le monde des singes. Et ensuite de ça, donc il tue le père, mais c'est ce qui crée la société, mais il y a la culpabilité qui est derrière. Et cette culpabilité, elle peut être assez présente pour observer ou expliquer des comportements actuels. Mais avec la pulsion de mort, parce que je trouve que c'est vraiment important. Je vais essayer parce que je ne sais pas si ce qui se dit bien, ce qui s'énonce clairement, se concrétise. Le mi-dire, disait Lacan. La pulsion de mort, c'est-à-dire que ça part aussi de cette idée, de cette observation qu'a reprise après notre Genevois, Piaget. C'est-à-dire que Freud voit que son neveu qui est resté à la maison alors que sa maman part, il a appelé ça le jeu de la bobine, le fort, ça part et ça revient. Il s'aperçoit que la maman est partie et ce jeune envoie la bobine et il la ramène à lui avec un sourire en disant... Et c'est un petit peu, ça m'a fait penser à ça quand il y a eu le Covid, alors qu'on avait des soucis majeurs. Les gens se sont rués sur les papiers de toilette et les pâtes ou je ne sais plus quoi. Et tout le monde se disait mais pourquoi? Et peut-être une explication, ça pourrait se dire, on a essayé de faire en sorte d'avoir un comportement sur quelque chose qu'on pouvait maîtriser pour ne pas être dépassé par la peur de mourir éventuellement, en tout cas d'avoir des graves maladies. Donc Freud dit que on aurait en nous une sorte de pulsion inconsciente à revenir du côté de la mort, c'est-à-dire pour autant qu'on a été soumis à un trauma ou un malheur ou à un échec. On peut se dire en ce sens que la naissance est déjà quelque chose qui fait irruption à la mort, puisque venir au monde, de passer d'un élément aquatique à un élément aérien, est déjà pas rien en soi. Mais admettons qu'il y a eu un traumatisme, je dis ça parce que les premières observations c'était suite au cauchemar des soldats qui étaient revenus de la Première Guerre, où ils se rendaient compte que ces cauchemars étaient à répétition, ils revenaient sans arrêt. Et finalement il se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette tentative, et c'est ce qu'on fait avec l'hypnose, avec les jeux thématiques, psychodrames, etc., on essaye de revenir le plus proche possible sur le lieu du trauma pour essayer d'en avoir une emprise et même de revenir avant, dans un moment hanté, le moment avant le trauma. Et c'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'on essayerait inconsciemment, par nos compulsions qui nous amènent à ne pas se mettre du côté de Eros et de la pulsion de vie, par le fait d'avoir une vie de fou comme on a, par le fait de fumer, par le fait d'avoir des comportements qui ne sont pas du côté de la vie, de revenir à un état hanté. C'est-à-dire que même si on exagère, et si on va au bout du raisonnement, pour Freud, il dit que ce n'est pas tant la mort qui serait une violence faite à la vie, mais la vie qui serait une violence faite à la mort. Et en ce sens-là, ça voudrait dire que la folie qu'on a d'infliger du mal aux autres, dans l'idée de faire la guerre, ou de se croire toujours supérieur ou meilleur, ou qui renvoie à des choses qui pourraient nous sembler dangereuses pour nous, on serait dans une idée de vouloir tuer l'autre au lieu de se tuer soi-même. C'est-à-dire qu'on infligerait à l'autre un état qui pourrait nous sembler, si c'était acceptable ou si on avait le courage de la folie parfois, de le faire à nous-mêmes pour retourner dans cet état de mort avant la vie qui nous semblerait plus pacifié ou pacifique ou plus apaisant. Et ça peut, je ne sais pas, après il y a d'autres explications bien sûr, mais ça peut expliquer les folies destructrices. Je parle des peuples
qui se font la guerre, mais de la terre, à qui on est en train de faire subir depuis déjà longtemps une mort programmée. Enfin, la terre va s'en remettre, mais... Pour revenir du côté de l'écriture, il y a pas mal d'écrivains qui disent que ça vaut la peine d'écrire si on ressent l'écriture comme une nécessité. Si tel n'est pas le cas, alors il faudrait ne pas écrire. Vous situez dans quel chemin par rapport à cette contradiction en quelque sorte peut-être? Pourquoi une contradiction? Parce que je pense qu'il y a que cette nécessité, elle n'est pas ressentie par tous ceux qui adorent écrire. Oui. Alors effectivement. Est-ce que c'est la nécessité qui crée le grand écrivain en quelque sorte? En tout cas, c'est une question que l'écrivain ou le créateur de manière générale devrait se poser. Et une de mes réponses, c'est en tout cas d'essayer de faire en sorte d'éviter que ce soit l'écriture ou une autre forme d'art, la peinture ou autre, sa propre thérapie. C'est-à-dire que parfois on peut confondre, alors, l'écriture, on peut confondre l'idée de l'écriture n'est jamais thérapie. Il y a des ateliers de thérapie, il y a des théâtres thérapie, il y a des l'art thérapie existe. Et l'art thérapie devrait, ou les représentations théâtrales, ou les écrits devraient, c'est toute la question de l'art brut. Ça voilà, est-ce que l'art brut est de l'art au sens où on peut le voir, comme le musée de l'art brut à Lausanne? Ou est-ce que l'art brut devrait rester dans les enceintes des lieux où ils ont été écrits? Je ne sais pas, c'est une grande question. Mais en tout cas, le créateur, pas le créateur, mais le créateur, devrait se poser cette question-là. Donc en tout cas, une chose pour moi, c'est de savoir si effectivement ce que je suis en train d'écrire relève d'une forme de thérapie, en ce sens que écrire ou créer fait du bien, c'est vrai. Mais si on est là pour écrire en ce sens-là, on devient exhibitionniste. Et le lecteur, on le prend pour un voyeur. Donc là, je trouve que c'est un petit peu biaisé. Ensuite de ça, je rigolais avant parce que on m'a demandé dans un blog célèbre qui s'appelle l'Index de savoir s'il y avait quelques questions d'un avocat à Sion qui s'appelle Maître Rian, qui me demandait quelques questions sur l'écriture. Et j'avais répondu, au début je m'étais dit c'est un peu une plaisanterie, mais finalement je trouve que c'est assez vrai, et ça rejoint exactement ce que tu dis par rapport à ta question, que si on n'en a plus, c'est Maria Rilke qui disait, si on n'en a plus l'intime besoin, ou si on ne le ressent plus jusqu'au fond de nos tripes, oui, il faut faire autre chose. Donc ça ne vaut pas la peine en somme. Et si ça ne relève pas de quelque chose qui vient à nous plutôt que nous qui allons à l'écriture, c'est mon impression. Et je souris aussi parce que je pense que je suis dans un processus. Donc la réponse à ma question, elle est clairement affirmative. Oui, donc il faut une nécessité, un besoin, oui, et c'est ça qui fonde la source de la vraie écriture, entre guillemets. Oui. La vraie écriture. Et après, il faut... Alors là, j'ai beaucoup parlé de chance et peut-être un peu de courage, mais peut-être de folie aussi, parce que je dis ça parce que j'ai eu la chance d'être édité pour le deuxième roman chez Héloïse d'Ormesson. Et puis, j'ai écrit un troisième roman qui est terminé. On peut avoir le titre ou bien? Alors, le titre provisoire, c'est Enfin le jour, mais il y a toute une histoire particulière avec ce titre, en ce sens que le thème général du deuxième roman, enfin du premier qui est paru chez d'Ormesson, c'était de savoir si on peut tuer par amour. Et voilà, après, je ne sais pas. Moi, l'idée dans l'écriture, c'est aussi de poser des questions et le lecteur essaye d'y répondre à sa manière. En tout cas, de déranger un petit peu même. Et l'idée essentielle de ce roman qui est terminé tourne autour du pardon. Et c'est de savoir si on peut tout pardonner. Et c'est Yankelevitch qui disait on ne peut pardonner que l'impardonnable. C'est-à-dire que bien sûr, si je te fais ça et que ouais, tu vas me le pardonner. Mais s'il y a vraiment quelque chose de grave, et encore une fois, je reviens à la clinique et à mes patients qui subissent pour la plupart des traumas, et où l'idée du pardon, elle est, je pense que depuis le temps que j'y suis, peut-être il y a 2 personnes qui ont vraiment pardonné. Une personne africaine, peut-être il y a une histoire de culture aussi, à qui pourtant on a enlevé ses enfants qui étaient violés, bref, mais qui est vraiment dans un pardon sincère. Et je ne dis pas que je le ferais si ça m'arrivait, hein. Mais en tout cas, l'idée, c'est de susciter cette définition-là. Et là, je te parlais par rapport à ce qui est la suite d'un roman, c'est-à-dire la publication, qui est aussi un travail important, dans la mesure où on apprend beaucoup avec l'éditeur. Et je m'aperçois que j'ai eu peut-être la folie, je ne sais pas, de ne pas baisser mon pantalon jusqu'à accepter les remaniements ou les renoncements qu'on me proposait, en ce sens que si actuellement, de manière générale,
dans l'écriture, dans le cinéma, dans plusieurs formes d'art, on s'aperçoit que c'est la violence qui est au premier plan. J'ai pas Netflix, mais j'ai été fasciné de voir que les jeunes actuellement voient une série d'un cannibale qui a existé aux États-Unis, en Angleterre, et que finalement ça nourrit des bas instincts, des pulsions. Cette idée de ce roman où une femme a été abusée et puis elle pardonne et puis où il y a tout un échange avec son jeune amoureux et puis lui comprend pas, en fait, cette idée du pardon, je m'aperçois que c'est pas dans l'air du temps et que autant on a l'envie, si c'est bien présent, d'écrire, mais ensuite peut-être de ne pas renoncer à certains... Ce passage à votre réponse, ça me fait penser d'ailleurs, peut-être que j'aimerais l'inviter, Maxime Morand, qui dans cette même salle, à un moment donné, me disait sur le pardon qu'en réalité, ça doit être quelque chose de gratuit qui va nous revenir. Bien sûr. Qui va nous revenir. Et alors là, c'est quelque chose à quoi j'ai difficilement accès, mais peut-être parce que je n'ai pas cette sagesse, parce que je mettais toujours le pardon du côté de la reconnaissance du crime ou de la faute morale du tiers. Parce que la question qui revient souvent, à quoi bon pardonner à quelqu'un qui pense d'avoir pas péché pour entrer dans le circuit chrétien en quelque sorte. Ou en tout cas qui ne demande pas pardon, c'est ce que tu veux dire. C'est pas qu'il ne demande pas pardon, qu'il n'offre pas l'excuse. Oui. Donc, oui. Et là, il exprimait, enfin vraiment de façon, je n'ai pas ces mots, etc., mais c'était très intéressant, oui. Parce qu'il divisait le mot pardon, nous qui sommes proches de Lacan, il divisait le mot pardon avec le par et le don. D'ailleurs, je ne sais même pas comment il écrivait le par, est-ce que c'est le pardon, PRT, ou même le S par, et puis tu fais don aussi, parce que tu quittes celui qui t'aurait commis à ton égard, etc. Et que le vrai pardon, il a cette chance, je ne sais pas si c'est le mot, de devoir être gratuit, d'être gratuit. La gratuité et le pardon, en quelque sorte. Mais c'est vrai que je l'entends souvent de la part des patients, et peut-être de manière générale chez les gens qui ont eu des traumatismes ou des intrusions comme ça difficilement supportables dans leur vie. On accepte le pardon dans la mesure où il y a une demande de pardon. Voilà. Que répondre à ça? Parce qu'en fait, voilà, ça, je crois qu'on est vraiment au point central du pardon, puisqu'on dit que le pardon, c'est surtout pour soi. Ah oui, alors mais pour soi, pourquoi pardonner à l'indifférent criminel, en quelque sorte? Je ne veux pas dire que ça, c'est... Alors, pour la première fois, mardi prochain, je reçois en thérapie un violeur qui est actuellement dans des conditions particulières, qui peut sortir sous certaines conditions, et qui m'a été recommandé par son psychiatre. Et moi qui me suis longtemps intéressé aux femmes, je dis souvent les femmes parce que c'est 96% des enfants, certains hommes, mais surtout les femmes, parce que c'est l'homme qui est à la guerre, c'est l'homme qui est dans les cours de récréation en train de jouer au cow-boy et au voleur. C'est l'homme qui d'ailleurs, de manière générale, dès qu'il y a une structure pyramidale, est au premier plan. Les partis, si on peut parler de politique, de droite ou d'extrême droite, plus on va vers la droite, me semble-t-il, même si ça change, mais difficilement, c'est les hommes qui sont là, l'armée, l'église, c'est une structure pyramidale où les hommes sont surtout là. Mais passons. Donc je me demande comment on va travailler, parce qu'on sait, en théorie en tout cas, mais je verrai avec la pratique, que ces structures rigides, perverses, psychopathes, à l'heure actuelle il y a un mot très à la mode, les pervers narcissiques, on sait que c'est très difficile. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une attention et une sorte de garde-fou et de faire. Après, ça me fait penser à d'autres idées aux cultures où on se dit, en Afrique notamment, que ça passe beaucoup par ces gens-là, des choses qui pourraient éventuellement passer par nous. C'est une sorte de paratonnerre, mais peu importe. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas mettre en prison ou avoir un travail en collaboration thérapeutique. Mais c'est vrai que le pardon, si on se dit que c'est pour soi, me semble-t-il, pour moi, mais après, encore une fois dans les fêtes, si ça m'arrive, peut-être que je réagirai différemment. Mais c'est toute la force de la pensée. Je suis contre la peine de mort. Mais si un jour on vient et qu'on tue un enfant devant mes yeux, je ne sais pas ce que je ferai. Mais fondamentalement, je suis contre la peine de mort. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut pardonner comme ça sans avoir une certaine réflexion en parallèle. Mais de pardonner sans attendre le pardon de l'autre, c'est encore plus libérateur. Ça fait presque l'excuse. Tu sais, en physique quantique, moi c'est un sujet qui me passionne. La meilleure façon, on peut essayer de changer les autres. On peut essayer de changer sa femme, son mari, son voisin, etc. Mais si à un moment donné, on s'aperçoit que ça ne change pas, la meilleure façon pour éventuellement changer l'autre, c'est de changer soi. On s'aperçoit que deux particules qui sont mises à des distances assez grandes, maintenant, je crois que les distances s'éloignent de plus en plus, quand on change, c'est les neurones miroirs. Quand on change quelque chose en soi, on s'aperçoit que ça...
Je ne sais pas si ça explique le pardon, mais en tout cas, c'est le meilleur moyen d'amener la plus grande paix à l'intérieur de soi. Et c'est finalement un don que l'on reçoit, le pardon, alors. Alors après, un don, Puisqu'on a cette notion du pardon libérateur. Pour, Le don, enfin ce don, c'est la capacité qu'on en a, et la capacité, c'est ce qu'on a reçu aussi. Hein. On disait 3 générations pour faire un psychotique, mais 3 générations, enfin c'est tout le transgénérationnel, tout ce qu'on porte et tout ce qu'on a réussi à faire en sorte qu'on évite pour que ça se perpétue. Puis, quelle est l'importance de la régularité dans l'écriture? Celui qui a ce besoin, est-ce qu'il doit s'inscrire dans la régularité et quelle est, quand vous avez écrit par exemple en vérité, est-ce qu'il y avait une régularité dans l'écrit, devant l'ordinateur, le clavier ou la plume? Moi, je viens du côté de la musique, où forcément, je ne connais pas un musicien, je ne connais pas un danseur, je ne connais pas un artiste qui n'a pas passé des heures, des jours, des mois, des années à faire ses gammes. Donc, en tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Je ne connais pas assez ce monde-là parce que j'ai été parachuté bizarrement. Alors, pratiquement, ça mais peut-être qu'il y en a d'autres qui écrivent comme ça en un jet et qui corrigent plus. Bon, j'y crois moyennement, mais peut-être. Excuse-moi, la question c'est... Oui, alors, pratiquement pour en vérité, c'est chaque jour, le matin, le soir. Ah oui, après, moi j'aime bien aussi changer. C'est-à-dire que j'aime bien, pour moi, la régularité, c'est le changement. C'est-à-dire que je peux écrire dans un café, dans le train, je peux écrire le matin, je peux écrire le soir. Mais de manière générale, vraiment, c'est un lever, à l'époque c'était de la folie. C'était 5h, 5h30. Mais disons à 6h, je suis à la table d'écriture, jusqu'à 9-10h, et puis je recommence l'après-midi jusqu'à... C'était un peu monacal. Il y a des écrivains qui disent que c'est impossible d'écrire dans un café, et alors, tu ne te situes pas du tout dans ce genre. Non, chacun... Moi, ce qui me gêne dans les trains, c'est les gens qui téléphonent. Donc c'est mon truc à moi, je me dis, bah merde, mais je peux... Dans un café, volontiers, oui, c'est pas... Mais je conçois que d'autres... Et puis, le produit, il est fini, on est assez content, etc. Est-ce que tu avais un circuit des premiers lecteurs et tu expliques également comment l'éditeur travaille éventuellement avant que le livre soit dans le public. Donc le bouquin il est fini, pour toi il est fini. Est-ce qu'à ce moment-là tu fais des tests, tu fais lire à quelqu'un ou bien alors tu passes directement chez l'éditeur? Comment ça s'est fait par exemple pour En Vérité? Alors moi, j'ai la chance assez rapidement quand j'ai commencé à écrire d'avoir quelques personnes qui m'ont suivi et qui continuent à me suivre, à qui je peux soumettre des chapitres ou des bouts, ou même une fois il y a 2 groupes. Il y a le premier groupe qui me lit assez régulièrement et puis il y a un deuxième qui me lit une fois que c'est plus ou moins terminé. Ensuite, donc il y a déjà un retour des premiers lecteurs. Il y a déjà un retour. Mais le premier retour, je dirais que c'est là on va voir la folie que j'ai dès lors que j'essaye d'écrire, c'est que le premier lecteur, c'est moi, en ce sens que je m'enregistre et j'écoute ce que j'ai lu. D'accord, à haute voix. À haute voix. D'accord. Pour voir. Bon. Et puis après, j'ai discuté de ça avec Héloïse d'Ormesson, justement, qui me dit, mais moi, en l'occurrence, c'est très bizarre, c'est le hasard des circonstances et de la vie. J'ai envoyé par la poste, et c'est parce qu'ils se répartissent ensuite par comité de lecture, et c'est une jeune stagiaire de 20 ans qui a lu et qui a donné au 2e cercle de lecture, qui a donné à l'éditrice, qui a donné à Madame d'Ormesson. Donc c'est remonté comme ça. Mais elle me dit, moi finalement, ce qui m'a intéressé, c'est bien sûr le style, c'est ce que ça me fait, moi, en tant que... Donc c'est la fille de Jean d'Ormesson qui a été chez, je ne sais plus, c'est Gallimard au Seuil avant, puis qui crée sa maison de fondation, c'est une maison d'édition. Donc elle a déjà une habitude de la littérature, et elle est dans ce monde-là toute petite. Mais elle me dit, bien sûr, on n'est pas une entreprise philanthropique, il faut qu'on sache si ça va rapporter quelque chose, même si on me mise peut-être parfois sur le mauvais chemin, mais... elle va parler avec moi, elle va voir mes centres d'intérêt, elle va voir comment je m'exprime, elle va voir si j'ai des gens qui sont déjà éventuellement susceptibles d'acheter, quel est mon cercle d'amis, social, professionnel, etc. Et puis là, elle m'a dit, en plus de ça, c'est arrivé bizarrement parce que j'étais chez Fin de siècle pour mon premier roman, elle me dit, quand il y a des batailles comme ça ou des gens qui essayent quand il y a plusieurs maisons d'édition sur le coup, on sait que... Voilà, c'est un des critères aussi qui fait que... Donc il y a plein de paramètres que je ne maîtrise pas du tout à mon niveau, mais qui font que le livre paraît ou pas. Après, je pense que la question, mais c'est la même chose avec la presse ou avec tout, il y a des très bons livres qui ne seront jamais publiés, et puis des très mauvais qui le sont. Alors, j'essaye dans ces interviews d'être pas dans le champ de l'ironie, de la causticité, de la critique excessive, et je me suis dit, comme on se connaît quand même un peu, que je peux franchir le Rubicon et tenter une certaine sévérité.
Alors, je commence la sévérité en disant que tu as une écriture, et c'est pour ça que je conseille à tout le monde d'aller lire En Vérité, parce qu'on a là un écrivain fantastique avec une plume sublime. Donc là, c'est une critique vraiment très positive. Et dans l'autre champ, et je viendrai à quelque chose que j'ai écrit après, dans l'autre champ, je me suis dit que l'intention que tu as révélée tout à l'heure en disant, voilà, j'ai essayé de transmettre cette idée, est-ce qu'on peut tuer par amour, Oui. qui était, on va dire, le fond du livre. Donc une forme sublime, je regarde tout le monde dans les yeux ici, je dis, allez lire Yves Gaudin, allez lire En Vérité, il y a des passages absolument extraordinaires, des scènes d'amour vraiment fantastiques. Je reviendrai là-dessus, naturellement. Non, mais le fond, donc, j'ai envie de dire, avec cette plume extraordinaire, j'ai pas senti le même fond extraordinaire. C'est-à-dire que l'intention, elle m'a pas parlé. Est-ce que cette critique-là, tu peux l'entendre ou bien pas? J'entends. Oui, non, bien sûr, mais, Non, c'est-à-dire que l'intention dans le livre que tu as tenté d'exprimer, hein, oui. qui est très claire, qui est dite, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tuer par amour? J'ai pas lu le livre comme ça et j'ai pas vu ça du tout dans le livre. Est-ce que j'ai complètement mal lu Yves Gaudin? Non, c'est ce qui m'a fasciné quand j'étais. Alors bon, après le Covid est venu et puis j'ai pas pu aller à tous les endroits qui étaient prévus, quai du Polar à Lyon, enfin, etc. Mais Genève, même ici, Chamozon, Saint-Pierre-de-Plage, et tous les endroits où j'ai eu la chance d'aller et de rencontrer les lecteurs, c'était un étonnement au début et presque une fascination maintenant. C'est que chacun lit le livre par rapport à son vécu, ses impressions, ses ressentis, ses expériences. Et quelqu'un me dit, ah mais moi ça m'a fait penser à ceci, et d'autres. Moi je suis vraiment convaincu, j'ai eu la chance d'écrire des textes qui ont été mis en musique plus tard. Et les compositeurs ou les interprètes, il y a eu à un moment donné, parce que j'ai écrit une pièce de théâtre aussi, où le metteur en scène est venu vers moi en me disant, ah mais est-ce que tu aimes mieux qu'on mette ceci en avant, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce que je peux éventuellement mettre une virgule là pour que le comédien prenne plus de temps là. Mais vraiment, pour moi, une fois que, je dis sincèrement, une fois que le point final est mis, ça ne m'appartient plus. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent tu as accouché d'un bébé, etc. Quand on accouche d'un enfant, c'est tout un accompagnement qui commence. Là, c'est un accompagnement qui s'est fait et qui s'arrête. Alors, j'ai lu dans les critiques que certains disaient voilà, que tu as fait avec ce livre En Vérité, pas le premier, avec En Vérité, donc une entrée fracassante dans la littérature. Alors, je vais te lire deux critiques que j'ai lues et je vais demander ton impression sur ce petit passage. Un sadique qui ne s'ignore pas, dont l'écriture jubilatoire ne vise qu'à plonger le lecteur dans la plus noire des dépressions. Ces mots-là qui te sont adressés après une lecture très attentive du livre, comment tu les reçois? Bon, je me dis que c'est toujours intéressant, pas tant pour moi, même si j'écoute ces critiques, mais pour la personne qui l'a formulée. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été touché en elle. Et que dès lors qu'on est du côté de la noirceur, ou de la transgression, ou de l'ironie, ou peu importe, ça fait appel à des choses. En psychanalyse, on sait que tu vas me dire que les psychanalystes ou les psychiatres s'en sortent toujours par une pirouette. Mais on sait que c'est le premier mécanisme de manière générale, c'est la projection. Et je me demande toujours, tu vois, j'ai eu la chance, j'y reviens, la chance vraiment, d'avoir habité en Australie 6 ans. Et puis ensuite, parce que ça m'a toujours intéressé les médecines parallèles. Qu'est-ce qui reste des médecines qui font qu'on n'est pas dans cette société complètement folle où on est dans cette médecine qui est à la pointe, je ne reviens pas là-dessus, avec des médicaments qui font leurs effets, mais où on est dans une médecine qui s'occupe de la conséquence et presque jamais de la cause. Et on a encore dans certaines régions du monde des méthodes de prévention ou de pensée qui s'intéressent à la prévention et à une sorte de homéostasie de manière générale. Et je voyage dans le monde entier et je voyage en Indonésie, aux Philippines, au Brésil, en Russie, en Chine. Enfin, je vois plusieurs manières de faire, plusieurs guérisseurs, chamans, bouddhistes, prêtres, maîtres, etc. Et j'ai cette idée, parce que je suis aussi en train de finir ma formation de homéopathe, naturopathe, d'amener dans la médecine ou dans le bien-être général une sorte de pensée générale. C'est-à-dire qu'on a d'un côté
les gens qui s'occupent du corps, les physios, les homéos, les acupuncteurs, les rebouteux, etc. Les gens qui s'occupent de la psychologie, les psychologues, psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes, etc. Et puis des gens qui font de la médecine, puis des gens qui... Et puis un peu, je dirais depuis Descartes, mais c'est un peu résumé, on a séparé les choses. Alors qu'à l'époque, on enseignait les mathématiques, l'astronomie, la musique, tout. Enfin, on a perdu un peu cette idée générale. Et donc je travaille à la clinique, mais aussi dans un cabinet privé où j'essaie d'amener un petit peu ces conceptions-là. Et j'ai dernièrement un patient qui vient, alcoolique, toxicomane, avec une situation de vie catastrophique, et qui m'accorde sa confiance. On va dans un travail thérapeutique, et il me dit: ah mais vous savez, j'ai entendu parler de vous, il y a des gens qui disent que vous êtes dans une secte, que vous êtes le nouveau gourou d'un truc. Bon, je me dis, ça revient à ce que je disais par rapport à cette idée de la mort. Pour moi, on devrait peut-être même devoir se poser des questions en lien avec la mort, avec les instincts mais dans la mesure où c'est pas fait pour faire, où c'est pas fait pour provoquer, où c'est pas fait pour... on peut être dans la catharsis des Grecs, ce qui est bien, mais pas dans la démonstration gratuite de choses sanglantes qui pourraient faire penser que je suis un psychopathe qui s'ignore dans un sadique. Ouais, sadique, non, c'est pas moi, ça c'est... Oui. C'est pas... Mais je me suis essayé aussi à une vraie critique à l'époque, où le titre n'avait pas plu puisque c'était Pistolero du cul, mais là c'est autre chose. Alors ça c'est moi qui l'ai écrit à l'époque. Pour préparer ce petit entretien, j'ai été ressurgi et j'ai dit, par rapport à ce livre, en vérité, que je recommande vraiment à tout le monde, un pistolero du cul, c'est utiliser sa plume pour ne rien ignorer de l'âme humaine, sur la sexualité, ses modalités les plus crues, ses apothéoses les plus indicibles et ses moments de poésie la plus absolue. Ça ricoche comment dans l'esprit de Godin ces mots aujourd'hui? Bon, c'est vrai, je ne suis pas poète, et je comprends pas et je connais pas assez la poésie, mais c'est vrai que j'ai essayé de faire en sorte d'avoir une écriture poétique. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Après, comment ça résonne, ça me fait plaisir. La question pour moi de savoir, c'est comment est-ce que ces critiques vont faire en sorte que ça influence ou pas les prochains écrits. Ça va être une autre question. Mais ça fait toujours plaisir. Je m'aperçois que tu es un voyou parce que tu m'as demandé de venir pour parler de la médecine, de la thérapie, de la médecine, de la santé, mais on parle de l'écriture. Mais c'est avec plaisir. Qu'est-ce que tu... Non. Écoutez, on a fait le tour, peut-être qu'on reviendra ici. Effectivement, c'est parti un peu dans tous les sens, mais je le craignais tout en le sachant et probablement en le désirant, puisque franchement, je dis ici merci pour ce moment, puisque je termine comme ça. Mais je veux terminer également par un livre qui m'a été conseillé récemment par Pierre Assouline, parce qu'enfant, adolescent, j'avais lu tous les Maigret, les romans policiers. Et puis, par contre, je n'avais jamais lu aucun livre signé par Siménon qui n'était pas dans la série des Maigret. Et Pierre Assouline m'a recommandé deux. Et je vous recommande celui-ci. C'est Lettres à mon juge, qui est dans une collection de poches là. Vraiment, c'est un livre extraordinairement prenant. Que je conseille à tout le monde. Ça n'a absolument rien à voir avec la série des Maigret. Non, et dans la série des Hypercutes, puisque tu parles des séries, il y a cette magnifique affiche Si vite que les crocodiles courent, qui est justement un livre, non mais j'en parlais, je sais qu'il est dit, on a parlé déjà, mais qui est justement cette différenciation entre quelque chose qui est de l'ordre d'un vécu personnel qui pourrait être quelque chose de la démonstration, mais qui justement a été stylisé, travaillé, romancé, et qui est peut-être aussi un livre à conseiller. Ouais. Merci tout le monde. Donc le livre auquel fait allusion Yves Godin est celui de Béatrice Rion, mon épouse, pour expliquer à tout le monde d'où je parle, Si vite que courent les crocodiles chez BSN Presse. Encore merci pour ce moment, Yves.